Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat où l'on fait vivre les idées au travers des livres. Aujourd'hui, je vous propose Les combats d'une femme. Cette femme, c'est Elisabeth Badinter. Bonjour Elisabeth Badinter, merci beaucoup d'être là. Vous êtes agrégée de philosophie et vous publiez Les conflits d'une mère, Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants aux éditions Flammarion. Comment en êtes-vous venue à travailler sur le féminisme ? J'en suis venue à travailler sur le féminisme grâce à Simone de Beauvoir. C'est Simone de Beauvoir qui a éclairé mon point de vue sur les femmes et qui m'a donné envie d'aller voir, en fonction un peu de ses idées à elle, des domaines comme la maternité, qu'elle a abordé, mais c'est pas le meilleur chapitre du deuxième sexe. Donc j'avais envie de faire ça. Et je dois vous dire que Simone de Beauvoir, c'est vraiment une mère tutélaire pour moi, mais pour des centaines de milliers de femmes, et qui, je pense, est vraiment celle qui a propulsé le féminisme moderne au XXe siècle. Et alors, Marie-Thérèse d'Autriche, il va falloir tout d'abord que vous nous la présentiez. On apprend mille choses dans votre livre, Elisabeth Badinter. Quel type de reine est-elle ? Quel type d'impératrice ? Il faut nous la resituer historiquement. Alors, Marie-Thérèse d'Autriche, elle est née en 1717, elle mourra en 1780. Et elle est la première femme en Autriche à être impératrice en activité, pas la femme de l'empereur, non, elle est, l'impératrice qui gouverne. Un empire immense, le plus grand empire de l'Europe si on laisse la Russie de côté, et qui va avoir, je dirais, une carrière politique assez remarquable. Alors d'abord, la personnalité de cette femme. D'abord, son père n'était pas chaud pour qu'elle soit impératrice, et jusqu'à sa mort, il a espéré avoir un fils. Mais enfin bon, c'est elle qui monte sur le trône. Et de la vie générale, c'est une femme pleine de charme, c'est une femme exquise, et pas seulement vue par les gens importants, mais aussi par les gouvernantes de ses enfants. Elle dégage, si vous voulez, une espèce de charme tout à fait singulier. Les ambassadeurs étrangers, unanimement, trouvent qu'elle est la reine de la diplomatie, peut-être aussi à cause de cette personnalité bienveillante, charmante, etc. Et ça lui a beaucoup rapporté. C'est-à-dire que, grâce à sa façon d'être, elle a réussi quand même à changer l'Autriche. Alors elle travaillait 15 heures par jour. Mais pour vous donner une idée, son père et ses prédécesseurs travaillaient pas 2 heures par jour. Et grâce à ce travail acharné, elle a réussi à transformer, moderniser l'armée, la justice, l'administration, c'est-à-dire, et à mener 2 grandes guerres. Voilà. Est-ce que ça a été compliqué justement pour elle en tant que femme ? Mais je suppose que ça a été encore plus compliqué qu'on peut le croire. Parce que, en même temps qu'elle monte sur le trône, etc., elle a encore énormément d'enfants à élever. Elle en a eu 3 déjà quand elle monte sur le trône, et puis suivra encore 13 accouchements, alors qu'elle déteste ça, qu'elle a peur de mourir, et donc... Et qu'elle s'occupe de ses enfants. Et c'est là où ça devient pour moi une femme très intéressante. Voilà, c'est ce que vous nous apprenez, Elisabeth Badinter. Pour vous, en fait, elle marque une rupture, c'est-à-dire elle incarne en quelque sorte la naissance de la mère moderne. Alors, expliquez-nous ce qu'elle a de moderne, cette femme. Pour mesurer sa modernité, et non pas sa contemporanéité, mais pour mesurer cette modernité, il faut avoir... travailler sur les autres souveraines ou la haute aristocratie au XVIIIe siècle pour comprendre à quel point elle est une rupture dans les sentiments maternels. Marie-Thérèse, alors avec tout ce travail, toutes ses responsabilités, s'occupe de ses enfants, s'intéresse à ses enfants. Et quand ils sont malades, c'est elle qui s'occupe d'eux. Il faut l'arracher
du lit des malades quand ils ont la petite vérole, et elle perdra des enfants de la petite vérole. C'est une femme qui a des entrailles maternelles, comme dit un de ses amis intimes. Donc, elle est très attentive, et quand malheureusement il y en a qui meurent, et il y en aura plusieurs qui vont mourir, alors là c'est une tragédie pour elle, et c'est vraiment des chagrins que toute l'Autriche connaît. Elle est en deuil, et par exemple, aussi c'est un détail, mais qui est tout à fait neuf, pour elle, un enfant mort, même dans les premiers mois de sa vie, eh bien, toute sa vie, elle les célébrera. Les jours de la mort, elle va dans les églises faire un service spécial pour eux. Quand elle construit le grand château d'Innsbruck, elle a décidé, chose incroyable, de mettre toute la famille et les 16 enfants. Et les enfants morts sont représentés comme des anges au paradis. Ça n'existe pas. À l'époque, un enfant qui meurt jeune, dans les premiers mois notamment, on ne se comprend pas pourquoi la mère montre du chagrin. Et donc, c'est vous dire à quel point elle est différente des autres. Est-ce que l'on sait pourquoi, Elisabeth Badinter ? Écoutez, non, je ne sais pas. Je ne suis pas assurée d'avoir la clé. En revanche, j'ai l'hypothèse que peut-être c'est sa gouvernante à elle, qui l'a élevée et qui ne l'a pas quittée jusqu'à la mort de la dite gouvernante, qui lui a servi de bonne mère. Et donc, je peux imaginer que peut-être c'est à travers cette femme qu'elle a compris l'intérêt des enfants et voilà, et l'amour des enfants. Faut dire que la mère de Marie-Thérèse était tout à fait indifférente à ses filles. Et alors, donc, autre chose que l'on apprend grâce à vous, elle s'est complètement impliquée dans l'éducation de ses enfants. Mais oui, parce que elle est à la fois mère, une vraie mère, mais elle est aussi l'impératrice d'Autriche. Et l'impératrice d'Autriche ne peut avoir comme objectif que d'assurer la paix de son empire. Et pour assurer la paix de son empire, après le renversement des alliances, elle est passée de l'Angleterre à la France, et pour qu'il n'y ait plus de guerre entre la France et l'Autriche, elle a voulu resserrer les liens avec les Bourbons en mariant ses filles à de multiples princes de Bourbon, y compris le roi Louis XVI. Donc, elle faisait son devoir. Alors, évidemment, c'est là où il y a conflit entre l'impératrice et la mère, parce que elle a marié certaines de ses filles avec des princes qui n'étaient vraiment pas formidables, pour ne pas dire pire, pour l'un d'entre eux, qui était le roi de Naples. Mais elle l'a fait pour les intérêts de l'impératrice. Bien sûr qu'elle savait. Toute l'Europe savait comment étaient ces princes. Alors, il y en a eu des convenables, bien sûr. Mais l'impératrice l'a emporté sur la mère. Mais ce que je note, c'est que la mère en a eu beaucoup de chagrin, et je dirais beaucoup de culpabilité. Parce qu'elle savait bien qu'elle envoyait sa fille Josépha vers un destin malheureux. Et donc, elle était tellement chagrinée de ça qu'elle dit, dans une lettre, que juste avant le départ de sa fille, qui d'ailleurs mourra, mais juste avant le départ de sa fille, elle confie à un de ses intimes « Je me sens tellement mal que je ne peux même pas la regarder dans les yeux ». Donc on voit bien le conflit mère-impératrice. Et puis alors, parmi ses enfants, il y a l'arrogant petit Joseph. Alors l'arrogant petit Joseph, qui sera l'héritier, Joseph II, qui lui succédera, c'est un enfant très difficile parce que c'était le premier fils depuis des décennies et décennies des Habsbourg qui arrivait, un héritier mâle, et donc il a été gâté pourri, il faut le dire, par ses gouvernants, par ses parents, moins qu'on a pu le dire à un moment, mais enfin bref. Et donc c'est un jeune homme, il va devenir un jeune homme, comment dirais-je, assez arrogant, avec tout ce qui n'était pas la haute noblesse. Et sa mère l'a beaucoup combattu, cette arrogance de son fils. Mais il s'est passé que elle a eu avec lui une relation étrange. Elle l'a adoré, je dirais passionnément, et en même temps, ils se sont haïs quand ils ont tenté de partager le pouvoir à la suite de la mort du mari de Marie-Thérèse. Et c'est
c'est très étrange parce que on a des lettres de Joseph II à sa mère qui sont des lettres d'amour, de soumission, de respect. Il a lui aussi adoré sa mère, mais dès le moment où il y a eu partage du pouvoir, en principe, puisqu'il était son co-régent, alors là, ça a éclaté jusqu'au point qu'il ne s'adressait plus la parole et qu'il n'était d'accord sur rien et que Joseph évitait sa mère. Et puis alors, il y a l'une de ses filles qui a eu un destin, je vais vous laisser qualifier, c'est Marie-Antoinette, qu'elle a plutôt délaissée. Alors Marie-Antoinette fait partie des 4 derniers, le quatuor, de ses enfants qu'elle a eus autour des années 50. Et Marie-Antoinette, qui est l'avant-dernière, est née juste avant, pendant qu'elle prépare la guerre de 7 ans, la deuxième qu'elle entend faire à Frédéric II. Et il faut dire que cette petite fille n'a pas attiré la tendresse de sa mère, ni les soins que sa mère avait donnés aux autres, à ses autres enfants. Elle est pourtant charmante, elle est complètement tête en l'air, elle pense qu'à rire et à faire des blagues avec sa sœur Marie-Caroline. Et pourtant, c'est à Marie-Antoinette, qui a à peu près le même âge que Louis XVI, qu'elle réserve, je dirais, le sort peut-être le plus glorieux au moment du choix et qui se révélera ce qu'on sait, c'est-à-dire une grande tragédie pour Marie-Antoinette. Mais c'est vrai qu'elle la trouvait tellement tête en l'air, mais elle s'est aperçue, quand sa fille avait près de 9 ans, 10 ans, qu'en vérité, sa fille ne savait toujours pas bien écrire et qu'elles étaient laissées avoir parce que c'était la gouvernante qui écrivait les lettres de sa fille, ce qui n'a pas donné une haute idée de Marie-Antoinette à sa mère. Qu'est-ce qu'elle nous a légué, Marie-Thérèse d'Autriche, sur la manière dont aujourd'hui les mères élèvent leurs enfants ? Écoutez, elle nous a légué quelque chose qui est très présent encore aujourd'hui, je crois, dans le cœur de beaucoup de mères, sinon toutes. Cette question qu'on se pose à soi-même, suis-je une bonne mère ? Elle a été très inquiète de ça. Est-ce que j'élève bien mes enfants ? Elle avait d'ailleurs pris l'habitude de demander à quiconque arrivait pour la voir de lui donner des conseils pour élever ses enfants, tellement elle était peu assurée d'elle-même. Et d'ailleurs, ce modèle qu'elle inaugure n'existait pas avant. Donc, Marie-Thérèse a été, je suis convaincue, obsédée par cette question. Et c'est une question tellement contemporaine, parce que, bien sûr, avant elle, peut-être même encore au 19e, je ne sais pas, les femmes se posaient rarement cette question, suis-je une bonne mère ? Ça, vraiment. Et elle, on voit bien qu'elle a déjà, si vous voulez, la culpabilité maternelle dans l'esprit. Est-ce que je fais tout bien ? Et donc, ça, c'est une question tellement contemporaine et tellement nouvelle à cette époque que je considère qu'elle avait donc déjà saisi la difficulté d'être mère. Et vous qui vous êtes intéressé à différentes époques à ce rôle de mère, que diriez-vous s'il vous fallait définir ce qu'est une bonne mère ? Une bonne mère, c'est rare, hein, c'est très très rare. Ce qui est vraiment une bonne mère. Je pense que la bonne mère, c'est celle qui est non seulement protectrice, qui écoute, qui ne tremble pas quand il y a des problèmes avec un enfant, qui a spontanément, alors vous me direz c'est de l'instinct, mais l'instinct ça serait pour tout le monde, qui a spontanément, si vous voulez, qui sent ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Or, par exemple, Marie-Thérèse, elle a des mots très durs par moments pour certains de ses enfants, je dirais des mots qui tuent, qui tuent psychologiquement un enfant. Et par ailleurs, elle a fait de ses préférences quelque chose qu'elle n'a jamais caché. Et je pense que c'est la raison principale du fait que quand elle meurt, autour de son lit, il n'y a bien sûr pas tous ses enfants, mais ils l'ont tous su, elle dit à tous ses enfants présents, elle a dit « surtout restez unis ». Or, cette femme n'était pas morte depuis 3 semaines, que déjà commençaient les règlements de compte. Et donc, en plus, comme le chef de famille devenait Joseph II
arrogant, autoritaire, un grand souverain, néanmoins un grand souverain. Ça s'est très très mal passé entre les uns et les autres. Moins entre le quatuor dernier et les 4 derniers qui naissent dans les années 50, mais voilà. Et ça aussi, c'est une leçon. Je dirais, aujourd'hui, après avoir quelques notions de psychanalyse, de Freud, on sait qu'il faut faire attention aux paroles qu'on dit. Mais quelquefois, dans l'énervement, dans la fatigue, etc., on peut dire des énormités. Et vous savez, je crois que à peu près, sauf la bonne mère si rare, à peu près toutes les mères peuvent se dire qu'à une occasion ou une autre, elles ont pris la mauvaise décision. Voilà. Elisabeth Badinter, vous qui appréciez tant le XVIIIe siècle, je voulais vous montrer notre invité, celui qu'on a failli inviter. Il s'agit de Voltaire. Ah, ça aurait été sympathique, ça. Cher Malheureusement, il n'a pas pu venir. Il était empêché aujourd'hui. Et je voulais en particulier vous parler de son traité sur la tolérance, publié donc en 1763, suite à l'affaire Calas, un livre où il essaye de réhabiliter Jean Calas et un livre où il appelle les religions à la tolérance, un livre contre le fanatisme. Est-ce que c'est un livre qui vous a nourri, qui a nourri vos combats d'intellectuels ? C'est pas que ça l'a nourri particulièrement, parce que j'ai, avant même de lire le traité de la tolérance, eu un certain nombre d'opinions que je voulais défendre. Mais ce qui est remarquable, c'est que Voltaire, à une époque où l'Église catholique est très forte, pour ne pas dire souvent tyrannique, il fait exactement le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il prône la tolérance des religions, alors qu'aujourd'hui, les religions prônent ou demandent notre tolérance comment dirais-je, aux différences qu'ils veulent qu'on leur reconnaisse. Donc Voltaire, c'est un maître des libertés, c'est un maître de l'indépendance d'esprit, et en plus il a pris quand même des risques. On a toujours l'impression que Voltaire, qui va chez Frédéric, puis à Ferney, se protège, a peur du pouvoir. Il n'est pas aimé du tout du pouvoir. Il a une fois demandé d'ailleurs au roi s'il pouvait rentrer à Paris. Il a compris que c'était pas... Donc il était un peu exilé, ce qui effectivement le protégeait. Mais il a eu une pensée si forte sur les libertés. Et je pense que, et l'affaire Calas, il ne faut jamais oublier que Rousseau, lui, n'a pas voulu, pardonnez-moi l'expression, se mouiller dans cette affaire. Et dans l'affaire du Chevalier de la Barre, il a été remarquable, parce qu'il faut imaginer, il a ses livres à écrire, ses articles, ses lettres anonymes, enfin qu'il publie, tout ce que vous voulez. Et puis un jour, un commerçant du nom d'Audibert qui vient le trouver pour lui demander d'aider Calas, le père Calas. Il a beaucoup travaillé, il avait des documents, et il a pris du temps pour réfléchir, et il a dit oui. Et ça signifiait pour lui, tous les matins, il écrivait des dizaines de lettres à toutes les personnes importantes d'Europe pour que ces personnes l'aident à sauver Calas et après à rétablir son honorabilité. Et je dois dire que quand on sait ce que ça prend comme temps, c'est quand même ce temps, à cause de ses convictions, qu'il a donné à Calas ou au Chevalier de la Barre ou à Lolita Nedal. Elisabeth Badinter, vous avez été l'une des premières à tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis de l'islamisme, rétrospectivement. Pensez-vous, hélas, avoir eu raison très tôt ? Certainement pas. Enfin, je veux dire, nous n'avons pas convaincu. Voilà. Nous sommes convaincus, les 5 qui ont fait une tribune dans l'Observateur... en 1989. En 89, nous étions convaincus qu'il y avait là, si vous voulez, une trahison des principes de la laïcité et donc des principes de la République. Et que c'était une erreur de prendre ça comme simplement une tolérance à l'égard de jeunes filles. Oui, c'est vrai que nous n'avons jamais pensé que la tolérance devait admettre tout, surtout quand ça s'en prend aux principes fondateurs d'un pays. Je veux dire, la loi de la laïcité, 1905, a permis aux Français
non seulement d'être une nation laïque, mais en même temps d'apaiser justement les tensions entre les gens de différentes religions ou de différentes opinions. Et en demandant de respecter tout ce qui était de l'ordre du public, non pas la rue, mais l'administration, l'école publique, etc., c'était un facteur d'apaisement formidable. Ça s'est très bien déroulé jusqu'en 1989 pour l'école, parce que, bon, ça avait commencé un tout petit chouïa avant, et personne ne se plaignait. On avait l'habitude de savoir qu'à l'école, on apprend d'autres choses que chez l'imam ou le rabbin, et que on apprenait à raisonner, on apprenait à laisser ses croyances de côté comme un monde différent du monde public, et ça ne posait aucun problème. Seulement voilà, souvenez-vous, nous avons la guerre civile algérienne. Le GIA était menacé, évidemment, les militants du GIA, on en a reçu beaucoup, qui étaient des extrémistes religieux. Bon, on l'a fait pour le droit d'asile. C'était normal qu'on reçoive des gens menacés de mort. Pour autant, on ne s'est pas bien rendu compte. Je crois que mes concitoyens et les politiques en premier ne se sont pas rendus compte que commençait le début d'une lutte des extrémistes islamistes pour imposer leurs lois. Et c'est ce que l'on observe aujourd'hui. Il y a des féministes, Elisabeth Badinter, pour qui le voile est un vêtement que l'on peut porter, qui défendent le voile. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, j'en pense que trouver, quand on est féministe, que de mettre un voile ou une tenue noire, trouver que imposer la pudeur à des femmes qu'on n'impose pas aux hommes, les empêcher de bénéficier des libertés des femmes dans une république comme la nôtre, une démocratie, c'est loin d'être du féminisme. Alors ça se veut peut-être une ultra-tolérance à ce qui n'est pas nous, mais après le voile, il y a eu les associations qui étaient souvent très proches des salafistes, qui ont fait de l'entrisme dans différents domaines. C'est-à-dire que tout ce qu'on cédait à ces trois petites jeunes filles de 1989, tout ce qu'on leur a cédé, c'est-à-dire de respecter la République, puisqu'on ne l'a pas fait, je pense que les islamistes et les plus rigoristes des musulmans se sont dit la porte est ouverte. Elisabeth Badinter, je vous propose maintenant de retrouver Marie-Pierre Bourgeois, notre chroniqueuse, qui chaque semaine va dans les librairies pour nous donner des nouvelles de l'actualité du livre. Et commençons par une histoire mondiale des femmes photographes de Luce Lebar et Marie Robert aux éditions Textuelles. Une centaine de chercheuses se sont réunies pour montrer le regard de plus de 300 artistes sur la condition féminine dans le monde. Regardez ce qu'explique la préface de ce très très beau livre qui mêle images et biographies des femmes photographes. Dans le domaine de la photo, très peu de femmes ont accédé à la notoriété. Le panthéon des photographes est essentiellement masculin. À l'exception de quelques figures récurrentes, les femmes ont occupé peu de place dans la photographie, comme dans une logique de disparition, d'effacement des mémoires. Plus encore qu'un art, la photographie est un outil qui permet de s'émanciper. Un autre livre que j'aimerais partager avec vous cette semaine, c'est celui de Djaïli Amadou Amal, Les Impatientes, aux éditions Emmanuel Colas. Alors on va voyager un petit peu, nous sommes au Cameroun. Samla, elle est tout juste sortie de l'adolescence et elle rêve de devenir pharmacienne. Son oncle en décide autrement et il la marie à un homme riche et beaucoup plus vieux qu'elle. En devenant sa seconde épouse, le roman va nous plonger à l'intérieur d'un foyer polygame. Inspiré de sa propre vie, l'auteur camerounaise signe un manifeste féministe et appelle à un sursaut dans son pays. Il est difficile le chemin de vie des femmes, ma fille. Ils sont brefs, les moments d'insouciance.
Nous n'avons pas de jeunesse, nous ne connaissons que peu de joie. Nous ne trouvons le bonheur que là où nous le cultivons. À toi de trouver une solution pour rendre ta vie supportable, mieux encore pour rendre ta vie acceptable. C'est ce que j'ai fait, moi, durant toutes ces années. J'ai piétiné mes rêves pour mieux embrasser mes devoirs. Et enfin, j'aimerais vous parler de Viviane Gornick. Alors, elle est méconnue en France, cette journaliste, cette écrivaine, cette militante féministe. Elle sort pourtant un livre aux éditions Payot avec un titre tout trouvé, inépuisable. L'occasion pour elle de raconter les livres qui l'ont marquée à travers sa vie. Évidemment, on ne lit pas de la même façon Marguerite Duras à 20 ans qu'à 60 ans. Et Viviane Gornick de nous raconter son désir des écrivains, des écrivaines et de leurs personnages principalement féminins et son désir de lire et d'encore relire. J'avais grandi dans un milieu gauchiste agité où on vénérait Karl Marx et la classe ouvrière internationale. La conviction de l'injustice sociale y coulait de source. Pour moi, l'aspect politique de la vie colorait presque chaque expérience de lecture. Je lisais uniquement pour ressentir le pouvoir de la vie avec un V majuscule. Ce qu'offre la lecture, c'est un soulagement de notre chaos mental. Quelques mots qui pourraient bien résonner en vous cette semaine. Bonne lecture. Merci beaucoup, Elisabeth Badinter, de nous avoir rendu visite. Les conflits d'une mère, Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants, c'est publié donc aux éditions Flammarion. À très bientôt sur Public Sénat. Merci pour votre fidélité. Merci à vous. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous. Revoir ce programme en replay sur publicsénat.fr.